Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui peut paraître intimidant, les probabilités. Mais on va voir que ce n'est pas juste une histoire de maths compliquée. Non, c'est bien plus que ça. C'est un véritable langage, une manière de penser qui nous permet de mettre des mots et surtout des chiffres sur l'incertitude. Que ce soit pour un simple jeu de pile ou face ou pour des décisions bien plus complexes, c'est un outil pour dialoguer avec le hasard. Alors, voilà notre feuille de route. On va commencer en douceur, en partant de notre intuition, pour ensuite construire, brique par brique, une méthode de raisonnement vraiment solide. L'idée, c'est de passer de la simple supposition à la puissance du calcul. Allez, on y va. On entre donc dans le vif du sujet. La toute première question qu'on doit se poser, c'est comment on fait pour mesurer quelque chose d'aussi flou que l'incertitude? Comment on peut mettre un chiffre sur ce qu'on ne sait pas encore, que ce soit le résultat d'un dé ou le temps qu'il fera demain? Prenons un exemple que tout le monde connaît, le lancer de dés. C'est un cas parfait. D'un côté, on sait absolument tout ce qui peut se passer. Les résultats possibles sont 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. C'est tout. Mais de l'autre côté, on ne sait absolument rien du résultat qui va sortir. C'est ce paradoxe, ce fossé entre le « tout est possible » et le « un seul résultat arrivera » que les probabilités vont nous aider à quantifier. D'accord. Pour pouvoir avancer et construire un raisonnement solide, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur les termes. Il nous faut un vocabulaire commun. Ce sont les fondations sur lesquelles on va tout bâtir. Notre premier mot, c'est « expérience aléatoire ». En fait, c'est un terme un peu savant pour dire quelque chose de très simple. C'est n'importe quelle action dont on ne peut pas prédire l'issue avec certitude, même si on connaît toutes les issues possibles. Lancer une pièce, tirer une carte, ou bien sûr, notre fameux lancer de dés. Deuxième terme, l'espace fondamental. On le note avec la lettre grecque oméga. Et ça, c'est juste la liste exhaustive de tout ce qui peut se passer. Pour notre dé, l'espace fondamental, c'est l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est tout l'univers des possibles pour cette expérience. Et enfin, un événement. Ça, c'est le résultat ou l'ensemble de résultats qui nous intéresse, celui sur lequel on voudrait parier. Par exemple, si on s'intéresse au fait d'obtenir un nombre pair, eh bien cet événement correspond au sous-ensemble 2, 4, 6. On a transformé une idée en un objet mathématique très précis. Bon, on a les mots. Maintenant, il nous faut la grammaire, les règles qui connectent ces mots entre eux. Ce sont les axiomes des probabilités. Il faut les voir comme la constitution de ce monde, les lois fondamentales qui garantissent que nos calculs auront toujours un sens. Et le plus beau, c'est qu'il n'y en a que 3, et elles sont d'une logique implacable. La première, une probabilité, c'est toujours un chiffre entre 0, l'impossible, et 1, le certain. Ça semble évident. La deuxième, la probabilité que quelque chose de notre liste de possibilités se produise est de 1, soit 100%. Forcément, il va bien se passer quelque chose. Et la troisième, si deux événements ne peuvent pas arriver en même temps, par exemple faire un 1 et un 2 sur le même lancer, la probabilité que l'un ou l'autre arrive, c'est juste la somme de leurs probabilités. Tout le reste découle de ces 3 idées. Et ce qui est génial avec ces règles, c'est qu'elles nous amènent directement à la formule que tout le monde connaît instinctivement. Dans les cas simples, comme un dé non truqué où chaque face a la même chance de sortir, la probabilité, c'est tout simplement le nombre de cas qui nous intéressent divisé par le nombre total de cas possibles. Revenons à notre exemple, l'événement obtenir un nombre pair, ça correspond à 3 résultats, 2, 4 et 6. Ce sont nos cas favorables. Le nombre total de possibilités, on le sait, c'est 6. Donc on fait 3 divisé par 6, ça donne 0,5, soit 50%. Et voilà, on est passé d'une question vague à une réponse chiffrée, précise et justifiée. D'accord, mais jusqu'ici, le monde était un peu figé. Que se passe-t-il si, en cours de route, on obtient une nouvelle information, un nouvel indice? Comment est-ce que ça change nos calculs? C'est là que les probabilités deviennent vraiment un outil dynamique. Imaginez la scène. Le dé a été lancé, il est sous un gobelet. Et là, un ami qui a pu regarder nous glisse une info. Le résultat est plus grand que 3. Tout à coup, la situation a changé. La question n'est plus la même. Ce n'est plus quelle est la proba d'avoir un 6, mais quelle est la proba d'avoir un 6, sachant cette nouvelle info. On entre dans le monde des probabilités conditionnelles. Concrètement, qu'est-ce qui vient de se passer? L'indice supérieur à 3 vient tout simplement d'éliminer des possibilités. Les résultats 1, 2 et 3 sont désormais impossibles. Hop, on les retire de notre univers. Notre nouvel espace fondamental, notre nouvelle réalité, c'est maintenant l'ensemble 4, 5, 6. Et voici l'outil mathématique qui nous permet de travailler dans ce nouvel univers réduit. Ça se note P de B sachant A. Et ça se lit la probabilité de B sachant A. En fait, c'est la formule mathématique de l'apprentissage. Comment mettre à jour ce que l'on croit à la lumière de nouvelles preuves. Dans notre cas, la chance d'avoir un 6, sachant que le résultat est supérieur à 3, n'est plus de 1 sur 6. Notre univers n'a plus que 3 éléments, donc la chance est maintenant de 1 sur 3. La probabilité a doublé. Maintenant, explorons le concept exactement inverse.
Que se passe-t-il quand une information ne nous apprend en fait absolument rien sur un autre événement? C'est le concept crucial d'indépendance. L'exemple de l'urne est parfait pour ça. À gauche, on tire une boule et on ne la remet pas. Évidemment, le premier tirage change la composition de l'urne, donc il a un impact sur les chances du deuxième tirage. Les événements sont dépendants. À droite, on remet la boule. Chaque tirage est comme un nouveau départ. Le passé n'a aucune influence. Les événements sont indépendants. Et mathématiquement, il y a un test très simple pour vérifier ça. Deux événements sont indépendants si la probabilité qu'ils se produisent tous les deux en même temps est tout simplement égale au produit de leur probabilité individuelle. Si cette équation est vraie, bingo, les deux événements vivent dans des mondes séparés. C'est un outil hyper puissant pour prouver que deux phénomènes n'ont aucun lien entre eux. Pour terminer, sortons un peu des jeux de hasard, parce que toute cette boîte à outils, elle est surtout faite pour analyser le monde réel, pour prendre des décisions plus éclairées en se basant sur des données. Prenons les données de cette enquête sur des automobilistes. Ce tableau, sans qu'on s'en rende compte, est rempli de probabilités conditionnelles. Quand on lit que, parmi les conducteurs avec enfants, 85% se sont arrêtés, ce qu'on lit en réalité, c'est P arrêt sur avec enfants égale 0,85. On voit que les données du monde réel parlent déjà le langage qu'on vient d'apprendre. Et toute la puissance de la méthode, c'est qu'on peut faire le chemin inverse. On peut prendre ces informations partielles, ces probabilités conditionnelles pour chaque groupe, et les assembler comme des pièces de puzzle. On peut s'en servir pour répondre à une question plus générale, comme au final, quelle est la probabilité qu'un conducteur, pris totalement au hasard, se soit arrêté? On peut reconstruire une vision d'ensemble à partir des morceaux. En résumé, on est parti d'un simple jeu de dés pour arriver à un cadre d'analyse qui peut s'appliquer à des situations bien plus complexes. On a vu les bases d'un langage qui permet de raisonner rigoureusement face à l'incertitude. La vraie question maintenant, c'est de savoir où on pourrait appliquer ces outils pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. En finance, en médecine, dans le sport, dans nos décisions de tous les jours, les applications sont partout. Il suffit d'ouvrir les yeux.